D'abord, l'endoscopie. Qu'est-ce que c'est? L'endoscopie souple est plus facile à apprendre et ça ne s'apprend pas en regardant. Tous les jeunes qui sont passés à Marie-la-Langue, ils ont touché. Ça, c'est pas question de venir être formé et juste pour regarder, on n'a pas le droit de toucher. Non, c'est qu'ils regardent les premières séances, mais après, il faut absolument, moi je commence toujours par le retrait du bronchoscope, le retrait, comme ça il a le mouvement, et puis après, il commence à... Mais pratiquement, il faut toucher. La personne qui me dit, moi j'ai fait une formation, j'ai regardé quelqu'un travailler, c'est pas une formation, c'est de l'information. C'est pas une formation. Il faut absolument que quand on forme quelqu'un, il faut qu'il arrive. Donc les bases, ça peut très bien avoir l'endoscopie souple avec les prélèvements, etc., le lavage, le brossage, et surtout être prêt pour une situation d'urgence. L'hémoptysie peut arriver à tout moment. Le saignement peut nous déborder d'un seul coup. Ça, c'est toujours l'avoir en tête que être prêt en cas de saignement, qu'est-ce que je fais? Donc il faut toujours prévoir les choses. La scène, je vous raconte un truc tout à fait personnel. La veille, quand j'ai un enfant à traiter, la veille, mais je ne dors pas, pratiquement pas. Et l'infirmière, quand j'arrive le matin, me dit « Ah, docteur Garbi n'a pas dormi ». Et dans ma tête, je voyais la scène, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il peut y avoir, etc. Et c'est ça qui me chagrinait, parce que l'enfant, c'est beaucoup plus difficile que l'adulte. Et on a mis des prothèses chez des bébés de 3 mois. Donc, c'est vraiment... Et quand on voit l'enfant de 3 mois, la trachée, elle fait, disons, même pas 7 mm. On est à 7 mm. Donc, une branche souche, c'est à peine 2 mm. Donc, mais c'est pour vous dire qu'il faut imaginer les choses avant pour ne pas être surpris. C'est-à-dire savoir, si jamais j'ai ça, qu'est-ce que je fais? J'ai un saignement, avant que le saignement ne devienne important, là, le flairer et puis faire les choses avant que prévenir. Quand on regarde, on voit. Et puis, c'est toujours vraiment être prêt, que toute l'équipe sache qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. C'est pour gérer justement les... Donc la formation, c'est 2-4 participants. Quand on veut faire une formation vraie, c'est 2-4 participants. Apprentissage actif. C'est toujours ça, c'est ce que je viens de dire. Et avoir en tête les rapports bronchovasculaires. Quand on est en bronchoscopie, on a la carène qui est là, l'artère pulmonaire gauche, elle est là, le tronc de l'artère pulmonaire est là. Et nous, on travaille juste derrière, juste à côté. Donc là, il faut vraiment bien savoir que cette description est qu'on est en train de travailler juste à côté de gros vaisseaux et le moindre vraiment perforation, c'est en risque gros. Donc il faut absolument bien connaître son anatomie. Il y a des méthodes de la simulation. La simulation, c'est quelque chose qui se fait maintenant assez couramment, avec du matériel très très sophistiqué. Et par exemple, il y a eu une étude sur la simulation en écho-endoscopie. Il y a eu donc des chefs de clinique qui ont fait la formation et d'autres qui n'ont pas fait la formation. Et bien l'entraînement et les résultats étaient meilleurs chez ceux qui ont fait la simulation. Et par rapport à ceux qui ont fait comme d'habitude, ils ont appris directement
par compagnonnage simplement. Donc la simulation, le seul problème, c'est que c'est du matériel cher, parce qu'il y a des protocoles, mais ce sont vraiment ce matériel-là, il est très très bien, parce qu'il y a tout. Et on gère l'hémoptysie, on gère la perforation, on gère l'accident cardiaque, tout ça, tout est géré par la simulation. Donc, il faut développer la simulation. Bon, on a ici la pratique déjà, c'est déjà pas mal, mais la simulation, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà à peu près. Est-ce que vous avez des questions sur ce deux problèmes de entrée, c'est la formation et surtout l'unité fonctionnelle qu'il faut absolument créer. Je pense que c'est autant avec tous les, mais peut-être avec les nouveaux chefs de service, peut-être que ça ira mieux pour développer et avoir les fonds nécessaires pour avoir des unités de fonctionnelles de bronchoscopie. Je pense qu'avec... oui. Une petite question. Est-ce que ça se fait obligatoirement au niveau du bloc opératoire ou bien on peut aménager une salle de sédation dans un service de pneumologie par exemple? On peut aménager une salle de sédation, là on peut faire le geste sans aucun problème. De toute façon, on n'est pas obligé que ce soit bloc opératoire. La salle, c'est pour ça que je vous ai dit, une salle, il faut qu'elle soit assez vaste, etc., pour avoir du matériel qu'il faut. Mais il n'y a aucune raison que ce soit vraiment... Bon, le fait d'avoir un service de chirurgie thoracique pas très loin, c'est plus rassurant. J'ai vraiment une seule fois où c'était un malade, d'ailleurs chirurgical, c'est un malade qui a été opéré et il avait donc suspicion de fistule et le chirurgien voulait que je fasse une bronchoscopie pour regarder qu'est-ce qu'il peut faire, s'il peut reprendre le malade ou pas. Et je passe le bronchoscope et j'arrive à la partie de la trachée, la partie terminale, et je regarde la suture, et c'était béant, c'était ouvert, et je voyais derrière l'artère pulmonaire qui battait. J'ai dit stop, je bouge, je lui regarde, voilà tout ce que je peux te montrer, je ne peux pas avancer. Et il a regardé, et le fait de retirer le bronchoscope, le malade a toussé, et le saignement. Bon, on avait la chance d'être justement au bloc opératoire, juste à côté du bloc opératoire. Il n'y avait que 2 portes à ouvrir et le malade est passé en thoracotomie. Pratiquement en moins de 10 minutes, le thorax était ouvert. Donc c'était... mais c'est arrivé une fois en 35 ans d'exercice. Mais c'est vrai que ça me rassurait, moi, le fait d'avoir... si on peut faire une unité pas très loin d'un service de chirurgie thoracique, il n'y a aucun souci. Donc, mais l'unité n'est pas obligée que ce soit le bloc opératoire. J'apporte une petite historique, une petite réflexion. Le premier, c'est l'historique. Il faut savoir qu'avant les années 80, la pneumologie en Algérie faisait que du régime. Il n'y avait pas l'exigence des blocs opératoires. Ni les gestes thérapeutiques et diagnostiques. Ça, c'est la première réflexion. On pourra en discuter sur la faisabilité ou non. Bronchoscopie, qu'elle soit flexible ou rigide, ou endoscopie interventionnelle, il faut que ce soit fait par quelqu'un qui est intéressé par l'endoscopie. Il ne dort pas. Parce qu'il est inquiet. On ne fait pas en freelance comme ça. Bon, aujourd'hui, on fait le broncho et demain, je vais faire de la... Non, c'est pas comme ça. Il faut aller jusqu'au bout pour maîtriser le geste. Maintenant, en matière de formation. Alors, la formation, elle se fait en endoscopie flexible. Là, je ne parle pas de l'interventionnel. Le flexible, c'est-à-dire le B.A.B.A. On ne peut pas faire une bronchoscopie rigide, ni une écho-endo, ni autre chose, sans maîtriser la bronchoscopie flexible, disons, de tous les jours. Là, il n'y a pas de règles de bonnes pratiques qui sont consensuelles au niveau de tout le territoire national. La bronchoscopie est unique.
c'est un savoir et un savoir-faire. Un matériel qui n'est pas bien décontaminé, et quels sont les critères de décontamination, là, avant de commencer d'abord le geste. Deuxièmement, on ne travaille pas avec le système de checklist. Le système de checklist, saignement, sérum glacé, ah, on a oublié. Ou bien on vous ramène du sérum glacé, mais vraiment glacé. Un flacon de glace. Puis attend, le malade il saigne, et puis attend que ça décongèle. Donc c'est des systèmes de checklist qui font que l'opérateur, lorsqu'il vient, il vérifie les checklists, les médicaments. Quels sont les médicaments d'urgence en cas de qui sont sur la table. Parfois, on n'arrive pas à vérifier l'aspiration. Et au moment, on dit, ah, l'aspiration, elle est en panne. Ou bien, l'oxygène... donc, tout ça, il faut apprendre à travailler avec l'art et la manière. L'art, c'est d'avoir, justement, ces règles de bonne pratique, déjà pour l'endoscopie, que tous les pneumologues doivent... Enfin, ceux qui s'intéressent à l'endoscopie, mais il faut avoir ces règles. Et bien sûr, dans le checklist, il y a le checklist du patient lui-même. On ne peut pas faire une fibroscopie sans avoir un checklist malade au détail. Il est sous anticoagulant, il n'est pas sous anticoagulant. C'est ça. Il faudrait qu'il y ait c'est ce qu'on nous a appris avec Bronchoscopie internationale et le concours de la VABIP pendant 2 réunions impératives où Henri Cotte insistait sur les règles de bonne pratique de l'endoscopie. Il insistait vraiment. Merci Yacine. Alors, les techniques. Premièrement, bronchoscope rigide. Hein. Et là, j'invite 2 ou 3 personnes à faire pour voir un petit peu, si tu veux, Yacine, puisque tu es là. On va passer 2 ou 3 personnes. Ceux qui lèvent la main, 5 premiers. Stop. Voilà. Allez, hop, venez. Il y aura d'autres après. Alors, il y a un problème de disposition de l'écran. C'est ça.